Après le canon César octroyé par la France, souvenez-vous, on vous en avait parlé. Bon alors le canon César, c'était un truc qu'on faisait beaucoup mousser. Bon, c'était un canon sur un camion, voilà, on en était très fiers de leur avoir fourni. Et t'as été impressionné? Ah ouais, c'est impressionnant. C'est ce qu'on a filé à l'Ukraine, et là les États-Unis, eux, ils ont essayé de montrer, regardez, on en a des plus grosses, nous on vous donne un lance-roquettes multiple, le système HIMARS. HIMARS, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors l'avantage de ce système, ce serait une portée doublée par rapport à des canons traditionnels, notamment ceux qu'on leur a apportés. Donc alors de leur nom complet, c'est les M142 HIMARS, qui peuvent atteindre des cibles jusqu'à 80 km, donc c'est 2 fois la portée. EB, oui, je l'ai quelque part. EB. Donc pour des canons à obus qui étaient déjà d'ailleurs fournis par les États-Unis, notamment les M777 Howitzer, qui représentaient déjà un atout non négligeable pour les forces ukrainiennes. Un petit peu désemparées, à mon avis, s'ils résistent autant, c'est aussi grâce à toute l'aide, qu'elle soit financière, humanitaire ou militaire. Alors après, c'est toujours, voilà, et ce sera un petit peu la question, c'est est-ce que ça risque pas de faire monter d'un cran la tension internationale? Alors le but, c'est que la portée de ces M142 HIMARS permet de disposer des les batteries hors de portée. Ça permet de les anéantir, les batteries d'artillerie russe, tout en pouvant... Enfin, ça permet de rester hors de portée de leur artillerie, tout en pouvant les frapper. Et du coup, bah, là, c'est forcément... Si tu as 2 fois moins de portée, ça te permet pas nécessairement de le faire. Donc c'est pareil, plusieurs articles que je vous partagerai sur le sujet. Ici c'était la Voix du Nord qui nous en parlait. J'essaie de diversifier un petit peu. Sinon on avait aussi Zelensky qui a pris la parole aujourd'hui, qui estimait qu'à l'heure actuelle environ 20% du territoire ukrainien serait contrôlé par les forces russes. Donc voilà, source Zelensky, hein, mais c'est vrai que sur la carte, ils ont l'air d'être quand même concentrés à l'est et au sud-est pour le moment. 20%, moi j'aurais peut-être dit un petit 15%, mais je suis pas sur place. Moi j'ai annoncé le 26 février, donc 2 jours après le début de l'invasion russe, j'ai annoncé le 26 février, la vidéo est en ligne sur ma chaîne YouTube, que l'Ukraine allait se faire écraser, peu importe le temps que ça prendrait, qu'ils allaient se faire complètement écraser. Et voilà, même s'ils reçoivent des armes, même s'ils reçoivent ce que tu veux, ils sont en train de se faire détruire, l'Ukraine est en train de devenir un champ de ruines. Donc finalement, je pense que si ça s'arrête rapidement, cette guerre, ce serait quand même bien pour les Ukrainiens et bien pour les Russes. Et si ça s'arrête rapidement, sur quoi en fait? Bah, je pense que ça s'arrête rapidement sur quoi, sur la guerre, tout le monde veut toujours que ça s'arrête le plus rapidement possible. Mais en fait, si les gens continuent, c'est pour pas capituler sans condition et céder tout leur territoire. C'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de point d'accord, mais il faut qu'ils arrivent à trouver un point d'accord, parce que les deux parties sont perdantes pour l'instant, j'ai l'impression. Bah, la Russie, en termes d'image internationale, elle est un peu écornée, ça dépend des endroits du monde. Après, en termes de coûts humains et financiers, c'est pas négligeable non plus. Bah, l'Ukraine, elle se fait simplement morceler son territoire et détruire ses villes, ouais, donc... C'est quoi la chaîne du co-animateur SVP? Bah ouais, je sais pas, tu fais encore des lives du coup, Xavier? Je fais pas de live depuis 2020, mais je fais des petites vidéos de temps en temps que je publie. T'es plus sur TikTok maintenant, toi, non? Ouais, je fais un peu de TikTok, un peu de Facebook, un peu de YouTube. Ça prend beaucoup de temps de communiquer, donc voilà. Mais si vous voulez me retrouver, bah moi j'ai pas de pseudo, mon nom c'est Xavier Monolin. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Et vous retrouverez mes pages là-dessus. Eh bien, je mets ton nom, évidemment. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Voilà, il n'y a pas de pseudo, c'est c'est réel. C'est réel, comme dit Kerry James. Eh ben oui, il le disait sûrement dans une chanson. Et Kali, rien à voir, mais félicitations quand même. T'as serré la pince à Jean-Luc. À Jean-Luc. Daimon, il m'a montré la vidéo. Effectivement, la vidéo qui a fait le tour des internets. Mais on s'écarte un petit peu du sujet. Revenons au Kremlin et à sa réaction du coup par rapport à ça. Parce que forcément, ils voient pas d'un très très bon oeil que leurs ennemis d'hier et d'avant-hier et du coup d'aujourd'hui fournissent des armements sophistiqués qui peuvent quand même les mettre un peu dans le pétrin. Du coup, voilà, le Kremlin qui a accusé mercredi Washington de, je cite, jeter de l'huile sur le feu après l'annonce de la livraison de systèmes de missiles américains à Kiev, donc pour repousser l'offensive russe en Ukraine. Donc Kiev, par exemple, justement, tu disais, il se ferait ramasser. En tout cas, il y a eu un repli stratégique de la part des forces russes, et d'ailleurs, c'était une plutôt bonne strat de leur part, parce que depuis, ils ont cédé de terrain sur rien partout, tous les théâtres d'opération sur lesquels ils sont déployés. Ils ont fini, là, on est sur Severodonetsk,
qui risque de tomber à tout moment, façon Mariupol. Donc pour l'instant, la stratégie est payante du côté russe. La ligne des États-Unis est de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. C'est étonnant comme formulation. De telles livraisons n'encouragent pas les dirigeants ukrainiens à vouloir relancer les négociations de paix, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. Ah oui, c'est sûr. Enfin, ils veulent pas relancer les négociations maintenant qu'ils ont des armes, ou alors ils vont vouloir négocier un petit peu plus à leur avantage aussi. C'est sûrement ça qu'ils déplorent. Mercredi toujours, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a laissé entendre que ces livraisons pouvaient accroître le risque d'une confrontation, et là c'est ce qui justifie un petit peu ma chronique, c'est cette formulation, accroître le risque d'une confrontation directe entre Washington et Moscou. Le risque d'une confrontation directe, le truc qui a jamais eu lieu, hein. Toutes les livres, même pendant la guerre froide, toutes les livres, donc là ça se réchauffe quand même pas mal, tic-tac sur The Doomsday Clock. Est-ce qu'il n'y en a pas une minute qui vient d'avancer là? Toutes les livraisons d'armes qui se poursuivent et sont croissantes augmentent les risques d'un tel développement, a-t-il affirmé, cité par l'agence de presse russe RIA Novosti. Donc voilà, les tensions qui continuent encore de s'accroître un petit peu, et un conflit ouvert et non pas juste une fourniture d'armes ou de matériel qui devient de plus en plus moi je veux dire, je fais pas mon autopromotion, je suis sincère et je reste sur la même ligne. Ce que je disais au mois de février, au début de l'invasion, c'est que le vrai risque en fait de ce conflit, c'est que ça devienne un conflit mondial généralisé. Et on voit que les prémices d'un conflit mondial, d'une comment le dire autrement, t'as une logique de bloc qui se constitue, guerre mondiale, sont à l'œuvre. Et il faut quand même rappeler que l'histoire nous enseigne la compréhension du futur. Et l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Qu'est-ce que c'est la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale, c'est exactement ça. C'est le jeu des alliances entre blocs d'alliances militaires qui a entraîné les pays à se faire la guerre au niveau mondial. C'est le fait qu'on ait des alliances militaires internationales qui entraînent les guerres mondiales. Et on n'a pas retenu ça, putain. On n'a pas retenu ça. On est en train de refaire la même chose qu'il y a 100 ans. Exactement la même chose. Donc moi je dis, attention... attention. Oui, mais comment tu sors du conflit par le haut sans baisser ton froc, si t'es l'Ukraine ou si t'es un pays de l'OTAN Après, j'ai envie de dire, l'Ukraine c'est l'Ukraine, l'OTAN c'est l'OTAN, l'Ukraine fait pas partie de l'OTAN. À un moment donné, ok, on sait qu'il y a des enjeux géopolitiques, il y a en fait sacrifions l'Ukraine. C'est une guerre par proxy entre les États-Unis et la Russie, entre l'Occident et les nouvelles puissances, Russie, Chine et compagnie. En fait, c'est ça la guerre en Ukraine, c'est une guerre par proxy entre les nouveaux blocs. Et ne pas l'admettre, c'est faire preuve de naïveté et un manque de lucidité cruel. Maintenant, il faut décider, est-ce qu'on a envie de continuer sur ce terrain-là, militaire, sur ce terrain des sanctions, sur ce terrain de l'embrasement généralisé? Est-ce qu'on a envie de continuer sur l'embrasement généralisé, ou est-ce qu'on a envie de faire preuve d'un peu de hauteur de vue, un peu de calmer le jeu? Maintenant, c'est les dirigeants qui décident. Mais tout le monde veut que la guerre se soit courte et calmer le jeu. Sauf que, vu les déclarations des pays occidentaux, des États-Unis et de l'Europe, j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment envie de calmer le jeu. Eux, ils ont pas envoyé de troupes, toujours. Mais quand t'envoies des milliards d'euros d'armement, quand tu sanctionnes massivement, quand tu bloques les réserves de change d'un pays... Bon, tout ça, ça entraîne à la guerre. D'accord, mais alors, c'est très bien tout ça. Du coup, concrètement, tu ferais quoi? Parce que dire il faut calmer le jeu, c'est bien. Tout le monde veut calmer le jeu. Comment? Bah écoute, est-ce que tu sacrifies l'Ukraine? Est-ce que tu leur faites-vous plaisir sur l'Ukraine? Et on espère que Poutine, il va après la Géorgie, après la Crimée, après le reste de l'Ukraine, il va se dire bah c'est bon, là je suis rassasié, je vais m'arrêter. Ouais, on espère. Non, mais, ça c'est les fantasmes. Ça, ce serait pas de la naïveté par exemple, puisqu'on nous traitait de naïfs tout à l'heure. Bon. Non mais bon, il y a des pays d'Europe de l'Est qui font partie de l'OTAN, comme la Pologne, et qui donc de facto ne seront jamais envahis par la Russie, parce que la Russie ne s'aventurerait pas à attaquer un pays membre de l'OTAN. Sauf à répondre à une agression militaire préalable. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait réunir rapidement les belligérants et essayer de convaincre les uns et les autres de revenir en partie sur leur position. Tant la position des Russes qui tend à devenir hégémonique et brutale, que sur la position des Ukrainiens qui, rappelons-le, eux aussi sont quand même dans une dénégation totale. Je veux dire, Zelensky, il se présente comme... Enfin, tu me diras, ils font pareil de l'autre côté, mais ils présentent les choses comme le blanc contre le noir. Est-ce qu'on peut pas trouver des positions moins défavorables, plus conciliantes,
pour arrêter les morts, les Mais destructions. tu veux concilier quoi à qui? Et ben, par exemple, on pourrait dire, il y a des solutions qui ont été proposées. Moi, je suis pas un expert en la matière, mais en l'occurrence, j'ai ma petite idée et j'ai essayé d'étudier le sujet. On pourrait essayer de tenter de convaincre à la fois la Russie et l'Ukraine de trouver un terrain d'entente sur les territoires des républiques de l'Est, du Donbass notamment. Une sorte de neutralité, tu vois, un truc à mi-chemin entre les volontés russes et les volontés ukrainiennes. Et pour ce qui est de la Crimée, Et du coup, c'est un territoire qui appartient aux deux pays, c'est quoi? Mais ce serait tout l'art de la diplomatie, c'est de trouver des solutions qui font correspondre les intérêts des belligérants. Mais parce qu'on le rappelle, ce sont des territoires ukrainiens. Donc toi, déjà, tu actes, bon, bah c'est bon, ça, on leur donne à la Russie. Ils se sont autoproclamés république autonome parce que il y a une grosse particularité Moscou aussi, culturelle. Il y a une particularité culturelle de ces républiques-là. Avec, mais c'est pas par la guerre que tu fais changer des territoires comme ça tu vois, de souveraineté. C'est par des élections, c'est par des processus démocratiques, c'est pas en envahissant militairement le... Ah oui, ça peut arriver, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on règle les choses. Alors on a Kuro qui est d'origine ukrainienne et qui s'énerve dans le chat, donc je pense qu'on va le faire monter. Et Asino, on te fera monter aussi, mais plus tard. Kuro, est-ce que tu es là? Je sens qu'il a envie d'en parler, Kuro, donc je le fais monter. Allô Kuro, il faut allumer son micro. Last test, c'est complètement hors sujet et en plus j'ai pas exactement dit ça, donc gaslighting classique. Allô Kuro, est-ce que tu voulais nous parler de la situation en Ukraine, des tensions internationales qui augmentent ou de tout autre sujet? De quoi tu venais nous parler pour ce couvre-feu numéro 59, c'est ça? 59. J'ai entendu des choses qui m'ont un peu... Oui, bon, c'est pas grave. J'ai entendu des choses qui m'ont un petit peu énervé, notamment... le fait que le Donbass serait, disons, mi-ukrainien, mi-russe. Ouais, d'accord. Non. Bah ça, en fait, désolé de le dire, mais c'est faux. Alors, il y a des séparatistes russes sur le territoire. Il y a des personnes qui y sont favorables, je dis pas le contraire. Mais on a des démonstrations, et là, c'est chiffres à l'appui, que la majorité de la population du Donbass, notamment à l'époque, puisqu'il y a eu des gros mouvements de population dans cette région-là, en fait, c'était majoritairement des gens qui étaient favorables à rester dans l'Ukraine. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait de référendum, d'ailleurs. Non, mais je vais aller jusqu'au bout de ma démonstration. Par exemple, il y a eu une mini-guerre, entre guillemets, disons un conflit dans la région, on va y arriver, du Donbass, où il y avait quelques milliers de séparatistes qui étaient très largement financés par Poutine. Quasiment tout l'armement a été financé par Poutine, qui servait notamment de déstabilisation dans le territoire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont partis de ce territoire-là, du Donbass, suite au conflit qu'il y avait lieu. Je rappelle que le conflit, c'est 4000 morts civils et 9000 qui sont des militaires, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc c'est très loin du... Depuis 2014 ou depuis la guerre de février? Je parle de 2014 jusqu'à avant la guerre. Ok. Et les personnes qui sont parties, très majoritairement, elles sont parties en Ukraine. Elles sont restées dans les autres territoires en Ukraine, et une minorité est soit partie en Russie, soit dans la Crimée qui est occupée. Donc, dans les faits, le Donbass, majoritairement, je suis désolé de le dire, il est ukrainien, avec effectivement quelques séparatistes russes, mais dans ces cas-là... je suis désolé, ils sont minoritaires. La majorité des gens, ils sont. Il y a eu des manifestations dans le Donbass avec des centaines de milliers de gens qui disaient non, nous, on veut rester en Ukraine. Non. Le Donbass, factuellement, il est ukrainien. Et s'il y a des personnes qui se sentent pas à l'aise avec ça, ils peuvent tout simplement déménager en Russie, en fait. Il y a littéralement quelques kilomètres à faire, oui. Oui, il n'y a pas tant de kilomètres que ça à faire, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas eu Est-ce que ce qui n'a pas mis aussi un peu le feu aux poudres, c'est pas les dernières réglementations qui ont dans un territoire où il y a une majorité de russophones, des réglementations qui ont mis au banc la langue russe de l'administration et qui ont sorti la langue russe des langues officielles? Ça a été... le truc, c'est que ça a été une mesure temporaire qu'on peut critiquer. Moi, je la critique, il n'y a pas de souci, mais... De là à se faire envahir son pays... Ah non, mais c'est pas une raison. Déjà... Je pose une question, est-ce que ça a pas mis le feu aux poudres? Est-ce que c'est pas un des éléments déclencheurs de cette guerre? Non, mais en fait, c'est en 2014, on est bien d'accord, on parle de 2014 là. Oui. C'est compliqué, parce que le problème, c'est que la Russie a énormément profité de ce moment-là
où effectivement tu as eu des personnes qui ont, entre guillemets, un petit peu... qui ont mis au banc le russe temporairement, comme ils ont mis au banc le tatar, qui est aussi une autre langue parlée en Ukraine, qui était, vu que maintenant les tatars sont... vu qu'ils étaient en Crimée et que la Crimée a été annexée, bref. Mais oui, ça a un petit peu joué un rôle, entre guillemets, mais de toute manière, c'était pas une mesure définitive, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 30% des Ukrainiens sont russophones, en fait. Donc, c'est pas quelque chose de définitif. C'est deux langues qui sont assez proches, il me semble. Hein, mais... Oui, bon, il y a des langues qui sont plus proches, mais dans tous les cas, en fait, le truc, c'est que les langues slaves, on se comprend entre... en fait, les différentes langues slaves se comprennent entre elles. Ouais. C'est pas une barrière. C'est pas comme, je sais pas, tu parles français, tu parles allemand, tu vas pas te comprendre. C'est pas pareil. Ouais. Tu parles polonais, tu parles ukrainien. Est-ce que ce serait un peu genre comme les langues latines encore que... Non, tu vas mettre un italien et un portugais, fois, ils vont pas forcément se comprendre. Hein, mais... Non, c'est juste que, en fait, dans les langues slaves, tu peux avoir 60% du vocabulaire qui est en commun entre les deux langues, en fait. D'accord, oui, ça peut aider à comprendre. Oui. Toi, t'es ukrainien ou t'es ukrainien? T'as des racines là-bas? Comment tu ma mère est ukrainienne. Moi, je suis né en France, mais je suis déjà allé plusieurs fois en Ukraine. Donc, j'ai de la famille en Ukraine aussi. Du coup, j'ai vu plusieurs fois. Donc, oui, je vois un petit peu quand même la situation. D'accord, bah écoute, merci. Et alors, bon, je suppose, je sais pas, mais ta famille là-bas, ils vivent plutôt à l'ouest ou plutôt à l'est et en Crimée? Ils étaient à... Je confonds toujours l'est et l'ouest. L'ouest, pas loin de... Pas du côté de la frontière russe, du côté de la frontière moldave, transnistrienne. Côté de la... Attends, oui, j'ai bien dit ouest. Oui, l'ouest, c'est sur la gauche, donc plus vers la Pologne. Oui, justement, c'est proche de Lviv, donc comment vous le prononcez? Kali, comment Lviv, voilà, vous le prononcez Lviv. Donc en gros, pas loin de Lviv, du coup, ils se sont barrés lorsqu'il y a eu la guerre, ceux qui ont pu, parce que j'ai aussi un peu de famille en Pologne, parce que les frontières, du coup, vu que c'est proche, mais ils sont pu se barrer au début du conflit, quoi. Mais globalement, moi je trouve, je sais pas, en fait, il y a un truc qui me dérange, c'est que, oui, il y a quand même, effectivement, les États-Unis ont eu un petit peu d'ingérence en Ukraine, je vais pas dire le contraire. Le problème, en fait, c'est que la majorité, c'est la Russie, je suis désolé. Je veux dire, il y a quand même, je crois que d'ailleurs, là, en ce moment, c'est discuté, mais on a littéralement un truc, et ça, je le dis à chaque fois, mais il faut bien que ça rentre en tête. Il y a littéralement le patriarcat de Moscou en Ukraine, en fait. Et le patriarcat de Moscou, c'est l'institution religieuse c'est un patriarcat, c'est l'institution religieuse des orthodoxes, en fait. C'est ce qui sert à organiser la vie du truc. Ok. Il y a deux patriarcats en Ukraine, il y a celui de Kiev et il y a celui de Moscou. Donc il y a littéralement un truc qui est censé organiser la vie religieuse du pays, qui est une sphère d'influence russe, qui est directement dans le pays, en fait, et qui a refusé de condamner l'invasion russe. Okay. Ouais. Il y a même des prêtres qui ont refusé de faire des prières aux morts. On en est là. Hein. Après, ils sont peut-être sous pression politique aussi, tu vois. Non, mais... L'instrumentalisation religieuse pour des motifs de guerre, c'est classique. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que c'est pas une décision qui est 100% volontaire, dans la mesure où ils sont peut-être sous la pression du Kremlin et qu'ils sont obligés de suivre ce chemin-là. Je pose la question, hein, je sais pas. En fait, le patriarcat de Moscou est là comme influence politique en Ukraine, en fait. Donc évidemment qu'ils cherchent à influencer politiquement. C'est du soft power. Là, la question, je crois que c'est débattu ou que ça a été décidé, c'est que ça va dégager, en fait. Ça va dégager... Qu'est-ce qui va dégager? Le patriarcat de Moscou, ça va dégager. De Moscou, d'accord. Oui, en même temps, il a rien à faire là à la base, en fait. Et vu que, c'est pas juste... je sais pas comment dire ça, mais même la façon d'organiser les choses, la façon d'organiser la vie religieuse va dépendre à chaque fois du pays. L'orthodoxie n'est pas la même en fonction des pays. Donc là, factuellement, ça n'aide même pas à l'organisation même de l'orthodoxie en Ukraine, tu vois. Ça crée plus de conflits qu'autre chose, donc oui, ça va dégager. Tout comme ça va dégager si tant est que la Russie, elle bouffe pas toute l'Ukraine, hein, mais... Oui, bien entendu. Sachant que Poutine veut récupérer l'Ukraine, hein. T'as vu, Kuro, qu'il y a quelques jours, l'église orthodoxe ukrainienne a rompu définitivement avec le patriarche Kirill, du coup, qui est le patriarche orthodoxe russe en Ukraine. Donc il y a vraiment maintenant la scission est consommée entre les deux branches de l'église orthodoxe ukrainienne et russe.
Oui, bah justement, c'était ça que j'avais vu et je me suis dit, bon, bah au moins c'est une bonne chose. Parce que bah, malheureusement, ça reste une sphère d'influence. Maintenant, il y a d'autres sphères d'influence qu'il faut combattre. Et malheureusement, les plus grosses sphères d'influence, bah, ce sont des institutions. Et ça, je suis désolé, il n'y a pas l'équivalent du côté de l'OTAN ou je sais pas quoi en Ukraine, en fait. Tu peux avoir des politiciens qui sont corrompus et qui peuvent être corrompus aussi avec bien entendu des pays frontaliers qui peuvent être la Pologne ou quoi que ce soit, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas. L'amour de la patate. Il n'y a pas, par exemple, de financement massif de partis politiques ukrainiens par la Russie, ce qui a été le cas, par exemple, de quasiment tous les partis de gauche en Ukraine. Avec accessoirement tous les. Ils étaient financés par la Russie ? Une partie d'entre eux, oui, il y a des grosses accusations de financement de la part de la Russie, et globalement, la majorité des partis de gauche. Mais ils font ça dans tous les pays ou quoi ? Parce que dans tous les pays, on les accuse en tout cas, mais. Bah, je sais pas s'ils font ça dans tous les pays, mais dans tous les cas. Il faut avoir du pognon quand même, au bout d'un moment, c'est. Si tous les partis de tous les pays, il faut les raquer. Et ils ont une planche à billets bien efficace, eux, ou mais une planche à roues, je sais pas, mais dans tous les cas, bah, ça a un intérêt politique parce que littéralement, ça fait qu'il y avait pendant longtemps deux grandes forces politiques en Ukraine qui étaient, disons, la droite à l'ouest. Et salut Rémi. Oui, c'est ça, à l'ouest, et qui était du coup elle plutôt pro-Europe, et du coup la gauche majoritairement financée, majoritairement qui est en tout cas financée par la Russie à l'Est, qui du coup, elle était plutôt pro-russe. Et ce qui se retrouve aussi dans une situation assez, assez compliquée à partir du moment où il y a eu la guerre, parce que bah, ils ont dû tous condamner alors qu'ils ont quand même pas mal sucé les boules de Poutine pendant un moment, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Mais tu vois, il n'y a pas cet équivalent-là, en fait. On peut dire Zelensky, oui, bon, il veut se rapprocher de l'Europe, oui, factuellement, il veut se rapprocher de l'Europe et compagnie, mais et oui, il y a de la corruption du côté de Zelensky, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas au tiers. Qui était pourtant arrivé pour lutter contre la corruption, mais bon, c'est un classique. Oui, c'est un classique, mais on n'est pas au tiers de la Russie, en fait. C'est ça le problème, tu veux, il n'y a pas d'équivalent, et il n'y a pas du côté européen, par exemple, ou du côté de l'OTAN, ou de tout ce que vous voulez, une volonté d'annihiler l'Ukraine. Ce qui n'est pas le cas par contre du côté russe, où bah, littéralement Poutine veut récupérer le territoire. Et où, jusqu'à Kiev, hein, c'est pas que les territoires de l'Est, et c'est là que c'est vrai que Xavier, ça va être difficile de négocier. Parce qu'il a dit, il veut faire tomber ce gouvernement de nazis et de toxicomanes, je cite. Le but de Poutine, c'est de faire un changement de régime en Ukraine, comme ce que George Bush a fait en Irak, en fait. Donc à partir de là, tu vois, au moment de la guerre d'Irak, on pouvait pas dire, bon, bah alors il faut que chaque parti se mette autour de la table et qu'on négocie entre Saddam Hussein et George Bush qui va avoir quoi, etc. Tu vois, il y a une attaque qui n'est pas, unilatérale d'un côté, qui envahit une armée qui envahit un autre pays. Donc on n'est pas exactement à 50-50 de responsabilité dans l'affaire, quoi. Ah oui, non, on n'en est pas du tout. Hein. On n'est pas du tout à 50-50, c'est loin de là ma pensée. Par contre, pour trouver une solution, alors moi j'avais entendu Sergueï Lavrov il y a 1 mois et demi qui disait que finalement ils étaient prêts à stopper l'invasion à 4 conditions. Récupérer le Donbass, enfin faire des républiques autonomes, soi-disant autonomes, mais populaires, qui en fait sont couverts, rejoignent la Fédération de Russie à terme. Russe. Évidemment, sacraliser la Crimée comme un territoire russe. Ensuite, acter définitivement la neutralité du territoire ukrainien de l'Ukraine en termes militaires. Et il y avait une 4e condition, qui était invoquée par la Russie, de changer la classe politique, en tout cas le gouvernement actuel. Ouais, il faut que le gouvernement abdique, ça va être compliqué quand même à faire. Donc je pense que effectivement, c'est des conditions qui sont demandées, qui sont irréalisables. Peut-être irréalisables, mais en tout cas, la volonté politique qui est affichée publiquement, après en coulisses on sait pas, mais officiellement la volonté politique c'est pas d'envahir et de contrôler toute l'Ukraine et de faire de l'Ukraine un territoire à 100% russe, si j'ai bien compris. Alors, je peux te répondre. Oui. Déjà, dans le discours de Vladimir Poutine, il l'a laissé supposer. Et deuxièmement, un exemple que j'aime bien citer, en 2021, Poutine a sorti un bouquin dans lequel il dit explicitement « l'Ukraine est russe ». Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Il a dit dans son discours du 24 février ou du 25 février aussi. Oui, mais il le dit beaucoup plus explicitement dans son bouquin. Il a été... l'un de ses maîtres à penser a quand même été Dugin, qui lui avait carrément appelé à l'extermination des Ukrainiens. Donc vraiment, ça fait plaisir. Donc si tu veux...
Alors, je pense pas que Poutine veuille exterminer les Ukrainiens, mais par contre, ça a été l'un de ses Non, mais maîtres par contre, il français, veut dans que ce tous les soit cas. sous domination russe, quoi. de Oui, oui. préférence. Et les conditions, alors tu peux me les rappeler, il y avait déjà le Donbass, bon bah ça c'est mort. Donbass et Ils le Crimée, fileront pas. ouais. Voilà, deuxième chose, il y avait la neutralité militaire. Ça, bon bah il y a eu à peu près la neutralité militaire après le mémorandum de Budapest, qui a consisté de la part de l'Ukraine à filer absolument tout son armada nucléaire. Et le fait est que l'Ukraine avant 2015 n'avait pas une réelle politique d'armement, puisque bah, normalement ils étaient censés être protégés par le mémorandum qui disait on file tout l'armement nucléaire à la Russie, ok, mais en échange les principaux États qui nous entourent et ainsi que les États-Unis, la France et l'Allemagne, je crois, ne peuvent pas nous envahir parce qu'il y a l'intégrité du territoire, ce qui a été rompu, ce qui a mené à une politique d'armement. Et je peux vous dire que ça, personne, je pense pas que les Ukrainiens accepteront ça. C'est mort. C'est mort parce qu'ils ont bien vu ce qui s'est passé en fait. Ils ont bien vu que bah, cette politique n'a pas fonctionné. Donc ça n'a pas fonctionné une fois, ça n'a pas fonctionné deux fois. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait une troisième fois. Il y avait quoi d'autre? Il y avait la Crimée. La Crimée, bon bah c'est encore une fois une histoire compliquée. La Crimée, oui, c'est plus compliqué effectivement. La Crimée, en fait, c'est compliqué parce que moi j'ai tendance à penser qu'il y a quand même un peu plus de Russes que d'Ukrainiens, mais le problème pour moi ça reste la question des Tatars qui qui ont subi quand même de graves problèmes de la part de la Russie au siècle dernier. Disons les termes, les Tatars parlent de génocide et certains pays ont reconnu les actes qu'ont subis les Tatars de la part de la Russie au siècle dernier, de la part de Staline, soyons précis, de génocide. Et du coup, les Tatars qui vivent en Crimée, qui étaient le peuple originaire de Crimée, qui sont des minorités musulmanes. Stanislas Petrov 1983. D'accord, c'était le message d'Alain Gerbert. Qui sont des minorités musulmanes, bah eux, qui étaient du coup protégés par l'Ukraine, depuis que la Crimée a été annexée par la Russie. Disons que ça se passe très très mal pour les Tatars. Disons les termes, il y a eu des condamnations internationales d'enfreinte aux droits de l'homme concernant les Tatars. Il y a eu une destruction du patrimoine tatar. On parle de patrimoine physique, hein. Il y a bien entendu les Tatars qui se font plus ou moins violenter. Il y a même un petit jeu, je l'avais raconté ça la dernière fois à Kali. Je sais plus si on était en live quand j'en avais parlé. C'est le jeu qui consiste à mettre une croix sur les portes des Tatars pour dire on va te déporter comme tes ancêtres. Bref. Bonne ambiance. Disons que bonne ambiance pour les Tatars en Crimée, effectivement. Donc on se trouve dans des situations très compliquées qui fait que quoi qu'on en pense de la Crimée, en fait, il valait mieux qu'elle reste ukrainienne, déjà pour la question des Tatars et aussi parce que, bah, en Ukraine, la Crimée avait quand même un statut particulier qu'elle a perdu avec l'annexion, qui était le statut que rêvent les Corses, qui était celui d'autonomie. Je connaissais l'histoire, Alain Gerbert. Parce qu'en fait, ils avaient leur propre parlement, ils pouvaient aussi voter des lois et compagnie. Et ça, en fait, c'était un statut auquel tenaient à peu près tous les habitants de la Crimée, en fait. Et un parlement qui a été pris d'assaut par des hommes armés, alors qu'ils sont... C'était des Russes, hein, mais qui étaient armés sans leurs insignes d'officiers russes et qui étaient des sortes de barbouzes, en fait, qui ont occupé le parlement de Crimée pour organiser le référendum. Donc même si ce référendum, le résultat n'a pas été contesté officiellement, je crois. Mais il y avait peut-être que si on avait fait un référendum legit, il y aurait eu quand même 50% de gens pour ça, mais c'est pas sûr du tout en fait, et ça a été fait dans des conditions où les Tatars n'ont pas voté, etc. Donc c'est quand même. En fait, c'est impossible parce que déjà le premier référendum qui devait être voté incluait le fait de garder l'autonomie de la Crimée. Donc qu'elle rejoigne la Russie ou qu'elle reste en Ukraine. Il y avait dans tous les cas la question de l'autonomie qui restait sur la table et de fait, même si elle rejoignait la Russie, bah, dans tous les cas, elle pourrait toujours voter ses lois. Sauf que le vrai référendum, celui qui est arrivé le jour J, qui arrivait d'ailleurs avec des jours d'avance parce que normalement la date était censée être plus tard que ça, bah, il enlevait explicitement cette question-là. Il disait, si vous rejoignez la Russie, vous perdez ce statut d'autonomie. Or ça, tu peux pas avoir 96% de gens en Crimée qui votent pour à partir du moment où il y a non seulement cette perte d'autonomie, mais en plus, il y a d'autres questions d'infraction. Bon, non seulement en plus des résultats truqués, mais le fait qu'il y avait des militaires sur tout le territoire qui peuvent aussi, qui peuvent du coup foutre une pression supplémentaire. Être un peu menaçant, ouais. Il y avait tout un tas de choses qui fait que dans tous les cas, ce référendum ne peut pas être accepté, comme c'est le cas pour ceux dans le Donbass, en fait.